Agapite Napoléon Maforica, bonjour. Bonjour Lali, bonjour Chris, bonjour à tous nos téléspectateurs. Une très bonne semaine de travail. Voilà, justement. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. On va passer en revue l'actualité sociopolitique nationale et on sait que l'actualité reste et demeure le dialogue politique qui s'est achevé ce samedi. Et le titre de votre décryptage de ce matin, c'est le troisième temps. Oui, on n'a pas décrypté l'actu, donc, vous ne l'avez pas dit, c'est pas la chronique ordinaire, c'est un peu décryptage, un peu plus large. Oui, le troisième temps, on en parlait depuis le matin du débat politique. En fait, ce débat politique dont tout le monde chante, le succès depuis samedi, marque effectivement le début du troisième temps du mandat du président Talon. C'est pas lui qui le dit, c'est l'analyste, le consultant politique qui l'observe. Le troisième temps, parce que, vous savez, le mandat est sur 5 ans. Et lorsque vous abordez un mandat de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez déjà, vous êtes venu avec une certaine idée, une certaine manière, une certaine envie, donc un projet de société. Vous essayez maintenant de mettre le projet de société en cohérence avec les réalités du terrain. Donc, vous prenez quelques premières mesures, mais en fait, vous faites beaucoup l'état des lieux. On le dit parfois, on ne le dit pas souvent, mais il y a la phase d'observation qui est une phase d'état des lieux. Le président l'a fait, il a montré en même temps quel type de président il veut être, il a voulu être. Vous avez vu quelqu'un que tout le monde savait côtoyer et qui radicalement s'est transformé en un homme politique, en un homme d'État, en un chef d'État. Donc, le premier temps du mandat de Patrice Talon fut marqué juste par la transformation de l'homme d'affaires, du candidat Patrice Talon en homme d'État, en président de la République. Ça a pris du temps. Oui, ça a pris un peu du temps parce que, entre son arrivée au pouvoir, et tous ceux regards qui le regardent comme tous ceux qui ont appris à le côtoyer, on connaît un homme charmant, disponible, humain, aimable, partageur, enfin, Alors donc, ils ont appris à découvrir progressivement un homme d'État, un homme fermé, distant parfois, et qui ferme aussi, et qui va au bout d'un certain nombre d'idées et d'actions. Ah, les gens n'avaient pas appris à connaître ce personnage avant. Ça, c'est le premier temps. Donc, ça a semblé un peu du tâtonnement dans la mesure où on a connu Boni Yahi avec sa fougue, son populisme, ses va-et-vient. On découvre un homme, Patrice Talon, qui n'est pas un homme c'est un peu à l'antipode de l'autre. Il n'écume pas les médias, les plateaux des médias. C'est pas un habitué donc de la langue populaire, de la langue donc, on a découvert ce personnage. Et puis, progressivement, chacun a intériorisé l'homme. Alors, pendant ce temps d'état des lieux, cela lui a permis de faire son projet de société et d'avoir une vision. Donc, il y a eu le programme Bénin Révélé. Oui, l'orientation du gouvernement. Exactement, quelques mois après, qui est la boussole et dont l'une des premières mesures, actions, devrait normalement être la révision de la Constitution pour balancer les réformes politiques. Institutionnelles. Exactement. Le mandat était unique. Son mandat était présumé unique. Il a dit. Oui. Alors, la révision de la Constitution a échoué. Le 4 avril 2017. Le 4 avril 2017, un an après. Alors, on est entré dans le deuxième temps. Les gens n'ont pas su lire. Mais dès que la révision n'a pu marcher, ça a tout transformé. Et ça a sorti quelques mois plus tard, en mai ou en juin, quand il a dit ça viserait. Les gens ont utilisé le langage sans comprendre ce que ça veut dire. J'ai pris acte, il a pris acte de l'opinion, de la décision de la représentation nationale, donc du peuple, de ne pas toucher à la Constitution. Et donc, on lui a dit, donc, est-ce que le mandat j'aviserai? Le président entre dans la deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est quoi? C'est d'utiliser notre Constitution telle qu'elle est pour aboutir à ces réformes. Et justement, on peut dire que il a montré effectivement comment notre Constitution peut être utilisée. Cette Constitution adulée, est, comme je dis toujours, tsarisée, emmurée dans du marbre, que personne ne veut qu'on touche depuis 30 ans. Cette Constitution qui a montré quand même bien des moments d'essoufflement, bien des rides, enfin 30 ans. Oui.
Non, c'est beaucoup pour une constitution. Sinon, les rides arrivent 30 ans encore à plus. Donc, pour des rides réelles, il faut qu'on attende 30 ans. Mais bon, pour une constitution, c'est énorme, surtout en Afrique. Cette constitution qu'on aime tant offre effectivement un homme au chef d'État de travail. Et le président Talon le montre à merveille. Qu'on peut, oui, mais ce que lui voulait faire, c'est différent. C'est d'alléger et c'était de moderniser avec des textes plus... Mais il a compris, comme il dit, non, on dit d'accord, je vais utiliser la Constitution. C'était le deuxième temps. Et ce deuxième temps a commencé avec la mise en place du bloc de la majorité parlementaire. Ça, BMP. Alors, le BMP était la cheville ouvrière, le bras exécutif au Parlement. C'est-à-dire le prolongement. Yahibouni parlait de PIP à un moment donné, lors de l'évaluation des 5 ans de son mandat. Il disait que, bon, voilà, Mathurin Nago était vraiment en cohérence avec lui, que quand le gouvernement dit PIP, le Parlement dit PAN. En réalité, le BMP était un peu une sorte de réplique. Mais le BMP s'est constitué de tous ceux qui étaient, enfin, c'était un creuset ouvert à tous ceux qui sont prêts à entrer dans le système, dans les réformes du président Talon, dans la vision du président Talon. C'est déjà une majorité plus large que celle qui a voté pour la révision de la Constitution, mais qui n'a pas pu trouver les 3/5e, les 4/5e pour faire passer directement. Les 4/5e pour faire passer, ou même les 2/3 pour faire, en tout cas, la majorité qualifiée, soit pour faire passer directement. Non, c'était 2 votes. N'a pas trouvé la majorité qualifiée pour prendre en considération le projet. Donc, non, il n'y a pas eu d'abord, c'était ça d'abord. Donc, en réalité, c'était ça. Le BMP était plus large que cette majorité-là qui a voté pour la prise en considération et qui n'a pas pu être suffisamment représentative pour que le projet soit pris en compte. Donc, grâce au BMP, le président Talon a amorcé le deuxième temps, réellement, avec les réformes politiques. Parce que justement, la révision de la Constitution devrait acter ces réformes. Il a pris part. Alors, la procédure législative, et on a eu des textes phares. On a eu le nouveau code de procédure pénale. On a eu le code électoral. On a eu surtout la charte des partis politiques. On a eu d'autres textes intéressants. Mais je vais m'en tenir à ces textes pour dire, mais si on regarde l'avancée législative et l'ampleur des réformes politiques sous le président Talon, vous allez voir que ces textes ont orienté la suite. On a tenté une deuxième phase de révision qui n'a pas fonctionné. Alors oui, révision ciblée, ça n'a pas marché non plus. Mais ça, ce n'était pas le président qui a tenté, c'est sa majorité qui a tenté avec Bruno Amoussou, Adrien Mbedi et Nicolas Allé. Ça n'a pas non plus marché. Mais il faut comprendre que le deuxième temps a quand même réussi à faire passer la phase essentielle, c'est-à-dire le tronc, le socle des réformes politiques. Mais un deuxième temps fait aussi de beaucoup d'épisodes qui ont fait passer de l'État pour un incompris finalement. Je vais arriver, oui. Le socle des réformes politiques, qui est la charte des partis politiques et le code électoral. Mais la charte a été votée à quelle majorité? À la quasi-unanimité. Moins un. Moins mitopé. Tous les députés de la 7e législature, moins mitopé. C'est bon de le dire, de le répéter. Parce que quand les gens en parlent, c'est comme si c'était une ordonnance. Non, ce n'est pas une ordonnance. Ce n'est pas le BNP qui a voté la charte des partis politiques. C'est tous les députés de la 7e législature, dont moins mitopé. Moins mitopé. Donc, c'est la quasi-majorité. C'est important de le remarquer. Donc, et la charte a induit un certain nombre de réformes. Après, il y a eu le code électoral, 70-75% de votants. Quand vous mettez les deux tests ensemble, c'est quand les gens ont fait deux pas en arrière pour relire les tests, ils se sont rendus compte que, ça touche à leur sanctuaire, ça touche à leur intérêt, ça touche à leur suffisance, ça touche à leur existence. Du coup, ils ont voulu faire marche arrière. Or, le navire a déjà pris le large. Donc, le deuxième temps, c'est ça qui a eu les difficultés qu'on a constatées. À l'épreuve des faits, on s'est rendu compte que la charte des partis, qui induit que les anciens partis existants puissent se mettre en conformité 6 mois après la promulgation en publication, donc qui nous a mené au 17 mars, à l'épreuve des faits, avec le code électoral,
qui doit aider à organiser les élections législatives, il y a eu ce que j'ai appelé à un moment donné le croisement des dates. Le croisement des dates, c'était le 17 mars. Le croisement de dates, c'est que justement, on était à un moment où les partis existants ont jusqu'à 17 mars pour se mettre en conformité. Or, les élections législatives doivent se dérouler avant le 28 avril, au plus tard le 28 avril. Pour les élections législatives, il faut être parti politique. Quel parti ira aux élections? On ne peut pas aller aux élections sans être en conformité avec la loi de la République. Or, la charte est votée et promulguée. On ne peut pas aller aux élections avec deux modes de parti, deux styles de parti, deux natures de parti. Ce serait en termes de discrimination. On serait dans un principe qui sera pris ne peut pas être accepté par la Cour constitutionnelle notamment. Donc, il est dit, puisque qui peut le plus, peut le moins, que justement, pour aller aux élections législatives, vous devez être en mesure de vous conformer à la charte des partis politiques qui vous permet donc d'avoir un document attestant que vous êtes effectivement un parti existant conformément aux dispositions de la nouvelle charte. Après, la question est de savoir est-ce que au 21 février, est-ce que au 26 février, est-ce que les partis sont à jour? C'est à eux qui voyagent loin, ménagent sa monture. Il s'est montré quand même qu'au Bénin, on n'est pas habitué à anticiper. On n'est pas habitué à prévoir. On n'a pas vu venir. Les officines politiques ne savent pas utiliser les services des consultants. Tout le monde essaie de tout faire. Tout le monde veut tout faire. Et ils se sont fait prendre à leur propre pièce. Et pour trouver une sortie, voie de sortie, on a accusé le gouvernement. Le président Talon a joué le jeu, très joyeusement. Je pense qu'il a été trop pudique à mon avis, beaucoup trop pudique, en voulant tout corriger au même moment. Et ce faisant, il s'est livré à ceux qui voulaient l'avoir, en disant « Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui ». Il a tout tenté, on a tout fait pour l'attaquer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est resté ferme, comme on le dit en langage vulgaire, droit dans ses bottes. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'homme d'affaires, le candidat que les gens connaissaient n'était plus l'homme d'État qu'ils ont aujourd'hui. C'est qu'il est rentré dans sa fonction et il exerce avec maestria. Donc, ils ont découvert quelqu'un, droit dans ses bottes, qui, tout en voulant ouvrir le jeu, tout en voulant corriger, a pour socle et boussole la Constitution et les lois de la République. Du coup, on a eu les législatives dans les conditions que vous connaissez. Aujourd'hui, on est entré justement dans le troisième temps. Vous voyez donc, il y a eu le premier temps, le deuxième temps, et là maintenant c'est le troisième temps. On a fait les législatives avec les lois, avec les partis qui étaient en conformité, qu'importe tout ce qui a été dit, la légalité était avec l'exécutif, avec toutes les institutions de la République, toutes les institutions, et les institutions légales, comme la Sénat et le médiateur de la République, ont constaté, à un moment donné, qu'on voulait nous conduire dans le blocage. On demandait au gouvernement de continuer le processus. Sinon, on allait se retrouver dans une situation de blocage total. Alors, on est passé aux élections législatives avec les limites qu'il y a eu, mais on a eu une assemblée représentative. Quoi qu'il en soit, le peuple se reconnaît dans son assemblée. Il y a des politiciens qui ne se reconnaissent pas, mais le peuple s'y reconnaît parce que c'est son assemblée. Et je pense que cette assemblée est en passe et agit. Et reconnue déjà au niveau international. Parce que la CEDEAO l'a validé. Elle ne peut faire que ça. D'ailleurs, comme je dis, les lois ont été respectées. Elles ont été strictement respectées. Mais la vie n'est pas que la loi. La vie, c'est aussi le bon sens. La vie, c'est aussi les compromis. Compromis. Surtout pas les compromissions. Les compromis, bien sûr. C'est aussi les compromis. Donc, le chef de l'État, dans son message en mai, a dit la nouvelle assemblée doit s'ouvrir, doit faire des réformes, doit revoir ce qui n'a pas marché. À nouveau, pudique. Donner une feuille de route à l'assemblée qui va réunir un dialogue politique. Nous voilà. Donc, aujourd'hui, le dialogue s'est déroulé, s'est bien déroulé. Nous sommes en plein troisième temps. C'est-à-dire quoi? L'issue de ce dialogue lance la suite du processus. Le président prendra des mesures au regard des décisions, des accords qui ont été trouvés au niveau de la conférence, au niveau du dialogue politique. Donc, le gouvernement prendra des mesures. Et ces mesures, je pense qu'il faut les lire déjà dans les conclusions
du dialogue. Oui. Et pas, vous voyez déjà l'avancée qui est déjà faite entre le deuxième temps et le troisième temps. Oui. Mais ce troisième temps nous avance directement vers la présidentielle. C'est-à-dire, il a montré un peu les étapes, il a passé les différentes étapes, il est maintenant au virage, au dernier virage, après ce sera la descente. Et c'est ça, la méthode Talon. D'ailleurs, le matinal titre ce matin que le président Talon en commandant de bord. Absolument, mais je pense que l'image, c'est une belle image. Oui. C'est un véritable commandant de bord. Le décollage a été doux, comme d'habitude. Oui. Aucun avion, et surtout quand c'est les types aujourd'hui, les jets. Oui. Et le navire venait, l'appareil doit être un jet. Oui. Donc, non, c'est pas l'autre qui. Ah, d'accord. Non, donc, on ne va pas utiliser les marques. Mais, alors, donc, le décollage n'est jamais brutal. Le décollage est toujours lent, doux, parfois mouvementé, quelques zones de nuages, mais c'est méthodique le décollage. C'est miles après miles. Donc, mètre après mètre, kilomètre après kilomètre, jusqu'à atteindre la vitesse de croisière. Et après, l'avion prend sa direction, ou suit sa direction, traverse des zones de turbulence, et puis, amorce le décollage et l'atterrissage. Et l'atterrissage, c'est aussi méthodique. C'est aussi ferme, mais méthodique. Des zones d'ombre aussi, des zones de turbulence. Et après, ça atterrit en douce. Je pense que le commandant de bord cherche son mouvement. Le navire, l'appareil est en mouvement. Je pense qu'il a traversé déjà bien des zones de turbulence. Oui. Je pense qu'il vient de négocier. Déjà, on a terminé. Si notre ceinture était attachée pendant cette zone, je pense que on vient de voir un signal qui nous demande qu'on peut encore circuler librement. Donc, détacher la ceinture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte d'éclaircie avant peut-être qu'on amorce l'atterrissage. Donc, c'est pour dire que l'appareil est bien piloté et son commandant de bord est en place. Instant assouplissement de la mandature, c'est ça? Non. La fermeté dans la période électorale? Non, instant normal, c'est-à-dire que la fermeté, oui, mais un regard sur les réglages. Vous savez, vous ne pouvez pas expérimenter un test quand vous ne l'avez pas déjà fait. Vous ne pouvez rien prévoir. Même si on fait une constitution de 50 000 pages, il y aura toujours des aspects, une virgule mal placée qui mériterait que c'est à l'épreuve des faits qu'on se rendra compte. C'est là le problème. On est dans une démarche normale et méthodique. C'est là que vous ne comprenez pas les autres, surtout les anciens présidents de la République, qui, ayant fait cette étape, ayant passé ces moments, se transforment aujourd'hui parfois en oiseau de très mauvaise augure, parfois en acteur du désordre. Il ne faut pas lésiner sur les mots. Parfois, je dis parfois, parce que quand vous appelez carrément à la désobéissance, quand vous appelez l'étranger à sanctionner votre pays, vous n'êtes pas acteur de l'ordre. Le patriotisme, à mon avis, n'est pas cela. Enfin, je suis dans le concept. Oui. Je ne suis pas encore dans le... Donc, le concept patriotisme qu'on nous a appris, il ne faut pas demander à l'éternisme de votre pays, par ailleurs. Donc, je dis, ceux qui ont expérimenté cette fonction au plus haut niveau devraient être plus disciplinés. On n'est pas à un instant supplément. On est à l'instant normal. Vous savez, en 90, quand on a eu la Constitution, le président Kérékou, lorsqu'il déclarait sa candidature en 91, disait qu'il aurait tellement aimé qu'on continuât la période de transition qui a tellement si bien fonctionné de mars 90 à mars 91, au moment où il parlait. Ça aurait été meilleur, oui. Parce que notre constitution de 11 décembre 90 aurait été peut-être expérimentée sur 11 mois, enfin sur un an ou 18 mois. Et les organes de transition auraient peut-être pu voir les failles, les réglages à opérer avant maintenant que nous amorcions effectivement et que nous organisions effectivement les élections. On n'a pas eu ce moment. On était pressé de revenir à la légalité normale, fonctionnalité légale et constitutionnelle. Donc, on est passé aux élections. Du coup, à partir du moment où les officiers se mettent en place, à partir du moment où les quartiers se mettent en place, c'est fini. Il n'y a plus de temps de réglage. Aujourd'hui, le chef d'État, resté maître de son agenda et de son programme, oui, il a su lancer ses réformes et il opère les réglages. Les réglages avec ceux qui croient en loi de la République, ceux qui croient en la République et en ses lois, en ses institutions. Il fait les réglages avec eux. À partir de ce moment-là, on aura des tests qui vont sans doute être plus proches
de la volonté de ceux qui sont disciplinés dans la République et qui pensent qui savent que notre pays, qu'aucune communauté ne peut fonctionner sans des règles, sans des lois et sans une autorité légale respectée tant qu'elle est dans l'exercice des prérogatives et dans l'application des textes qui fondent son existence. C'est exactement de quoi il est question aujourd'hui. Alors, Agapit Napoléon Maforican, la semaine dernière, sur le plateau de Le Matin, vous avez fait une chronique politique titrée « Place à la politique ». Et vous expliquiez dans votre chronique que, s'agissant ici d'un dialogue politique, il ne s'agit pas d'un rendez-vous ouvert à d'autres acteurs comme la société civile, par exemple, le clergé, ainsi de suite. Après vous, on a entendu le ministre Alain Oronla monter au créneau pour dire la même chose. Alors, à l'arrivée, est-ce que vous avez le sentiment que si ces acteurs-là étaient là, ça aurait changé un peu la donne, ça aurait peut-être amélioré quelque chose? Non, ils ne seraient pas à leur place. Ah bon? Non, ils ne seraient pas. Réponse péremptoire. Non. Le clergé, son rôle n'est pas de parler politique, c'est de faire son travail. Il a une mission, un prêtre a une mission, un prêtre de Dieu a une mission, un pasteur a une mission. Il y a l'intercession aussi. Un évêque a une mission, oui, un pasteur, un imam, ils ont leur mission. C'est des missions complémentaires, on a besoin d'eux. Hein, je respecte, je fréquente les temples, je suis un chrétien, je suis croyant. Je fréquente les temples, donc je ne médis pas d'eux. Mais qu'on ne mélange pas les rôles, c'est pas possible, c'est pas normal. Ils ne sont pas à leur place. La société civile, elle parle de quoi? Elle parle de la chose politique, peut-être. Mais elle n'a qu'à rester dans sa posture de regard. Elle aurait pu faire une contribution lors du... C'est un débat politique. Mais c'est un débat pour politique. Il ne faut pas que les halogènes entrent dans ce débat. Et le débat en question, c'est la classe politique est définie par les partis politiques. C'est dit dans notre constitution. Oui. Maintenant, si moi je suis un militant, mais je n'appartiens à aucun parti actuellement. J'ai appartenu à un parti. Mais dans le cas des nouvelles dispositions, je n'appartiens à aucun parti. Mais moi, je suis un militant. Je suis un croyant, par ailleurs. Donc, analyste politique aussi. Non, je suis un croyant, donc je suis chrétien. Je suis croyant. Oui. Donc, je fréquente les temples et les églises. Oui. Donc, une église, de toute façon, une église. Oui. Je suis un croyant. Alors, je suis un militant. Ça veut dire que je crois en des options. Oui. Je les défends. Je suis analyste aussi. Là, c'est la profession. Là, c'est la mission, c'est le poste. Donc, chacun est dans sa sphère. S'il était militant politique, donc partisan, UPBR, Moël, DBN, c'est pas là. Là, ma place était là-bas. Mais ici, ma place n'y est pas. Quoique j'ai des choses à dire. Quoique j'ai peut-être mieux à dire que d'autres qui y sont. Mais ceux qui sont là-bas, ceux qui sont allés au dialogue politique, c'est pour parler de la chose politique et non de la théorie. C'est pour parler de la pratique, de la vie, de l'animation de la vie politique, de comment revoir les textes, de comment faire en sorte que tout le monde participe. Ça, c'est leur jeu. On est dans le jeu partisan, qui n'est pas le jeu militant, nécessairement. Je peux être un militant. Vous regardez, j'ai pris le cas de Hulot, oui. Nicolas Hulot, oui. Par exemple. C'est un militant des causes. C'est un militant de l'environnement. Il est mal classé. Tant qu'il rentre dans le gouvernement, il se sent mal calé entre le gouvernement, il s'est mal senti. Les écologistes, quand ils rentrent dans le gouvernement, ils se sentent mal parce que ce n'est pas des partisans, mais c'est des militants. Moi, je suis un militant. Actuellement, je crois à un certain nombre de postulats. Mais ça n'empêche pas que dans ma position d'analyste, je dis des choses, comme je le dis toujours, je dis, quand je fais cette affirmation, j'attends que quelqu'un vienne démentir. Alors, dans quelles conditions serait-il invité normalement? Non, le chef d'État est libre d'ouvrir, par exemple, de dire que la semaine qui vient, je vais réécouter un peu la classe, le corps constitué. Quand on dit le corps constitué, c'est la société civile, c'est le clergé, c'est les vaudounos, c'est les imams, c'est les juristes, c'est vous et moi, oui. Le corps constitué, tous ceux qui ont des choses à dire, qui se sont constitués, c'est les associations diverses. C'est ça. C'est pas le. Donc, chacun doit être à sa place. Maintenant, nous pouvons être les mêmes. Vous pouvez être corps constitué aujourd'hui et être politique demain. C'est vite fait. Comme je vous ai dit, on est d'abord citoyen. Après, on a une profession. Après, avant ça, on a une religion, si on est croyant ou athée. Et ensuite, on a une profession. Et ensuite, on a une fonction, si on voudrait. Donc, tout ça peut nous changer de posture. Mais dans le cas d'espèce, le dialogue politique est un dialogue pour les politiques. Et il a eu lieu avec les politiques. Et il a été conclu par les politiques. Il a été facilité peut-être par quelqu'un
qui n'est pas absolument politique, mais qui l'a quand même été, qui l'a d'une manière ou d'une autre. Tout le monde est politique d'une manière ou d'une autre. Mais après, je voulais parler de partisans ou de militants. Oui. Je pense que le professeur Dorothée Sosa, par exemple, n'est pas encore partisan, que je sache. Tout comme d'ailleurs, le président Victor Topanou, qui est un militant, qui est un militant des causes. Il croit en un certain nombre de postulats, parfois oui, mais il n'est pas fiché. Ce n'est pas un partisan, que je sache. Donc, il faut faire la part de ces choses-là. Alors qu'un clergé, c'est un militant, peut-être, un membre de clergé, mais c'est un partisan. Il est partisan déjà de sa cause, la cause du dogme qu'il défend, qui n'est pas en cohérence avec la politique politicienne. Alors, ceux qui étaient Palais de congrès. C'est vrai, oui, je suis un produit de 89, 90. On va y revenir tout à l'heure d'ailleurs. Donc, ceux qui étaient au palais des congrès, c'est des politiciens partisans. Et c'est là-bas qu'on fait la politique politicienne. Et donc, on regarde les tests et on se dit, mais et nous dans tout ça. Et donc, tout ce qu'on défend, on se regarde d'abord et on regarde le pays. Il ne faut pas interdire ça aux politiques. C'est leur rôle. Alors donc, qu'est-ce qu'une société civile a fait dans ça? Ouais, donc, non, il faut... Le chef d'État peut rencontrer tout ce monde. Ce n'est pas que la société civile ne joue pas un rôle, elle joue son rôle. Le clergé joue un très grand rôle. En 89, on est dans une nouvelle disposition, autre que celle d'aujourd'hui. C'était la conférence nationale des forces vives de la nation. C'était ouvert, large débat national. Toute la... Donc, c'est les états généraux de la nation en 89. Aujourd'hui, cette année, c'était juste les états généraux des partis politiques. Et les gens ont dit non, pourquoi on n'a pas ouvert à tous les partis? Non, mais vous n'êtes pas parti quand vous n'êtes pas déclaré. Donc, ce n'est pas une rencontre pour politiciens. C'est une rencontre pour partis politiques. Ceux qui sont amenés à animer la vie politique nationale, à chercher à conquérir le pouvoir et à l'exercer. C'est d'eux. Donc, pour moi, c'est le chef d'État, voilà ce qu'il a voulu. Il aurait pu vouloir effectivement l'ouvrir à tous ceux qui parlent politique. Là, c'est différent. Là, les politologues, les politistes, les politocrates, et tout ce qu'il y a. Donc, tout ce monde-là pourrait y aller. Mais à défaut de se faire inviter à ce dialogue, il y a eu une partie des hommes politiques ou des politiciens, si vous le voulez, qui se sont regroupés à aussi une séance dénommée aussi dialogue politique au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Et dis-moi, il dialoguait de quoi? Moi, je ne sais pas. Vous avez certainement... Le dialogue, c'est d'abord entre des acteurs qui ne s'entendent pas. Oui. N'est-ce pas? Attends. Ou bien, il y a un sujet qui mérite qu'on harmonise notre point de vue là-dessus. Mais si on est ensemble, pourquoi ils veulent dialoguer? Non, attendez. Ou bien on ne se comprend pas. Et leur résultat aussi, c'était le samedi qu'ils ont rendu public aussi, un communiqué final. Non, dites-moi. Donc ils ont suivi le même agenda. Dites-moi. L'opposition a du mal à faire une liste unique, par exemple, pour aller au législatif dernier, n'est-ce pas? Oui. Le président Soglo, qui est partie prenante de ce dont vous parlez, par exemple, n'a pas su allier l'opposition, par exemple. Ils ont demandé aux gens de ne pas sortir, de ne pas aller voter. On a même tenté la désobéissance civile. On a tenté même le bruit. Alors, tout ça n'a pas empêché des Béninois, comme nous, comme d'autres, d'aller voter quand même. N'est-ce pas? On a beau amenuiser le taux de participation, même si on dit que c'est 0,1%, on est quand même sorti pour aller voter. Donc, nos textes sont en marche. Ceux qui n'ont pas voulu sortir ne sont pas sortis. Ceux qui n'ont sorti sont sortis. Alors, donc, le chef d'État dit, venez, on va corriger. Vous vous mettez en marche, vous dites, on fait dialogue. Dialogue de quoi? Dialogue de sourds. On appelle ça monologue. C'est des monologues. Vous voyez, le drame du pays, c'est que nous sommes un pays de monologues. On vous dit, venez dialoguer. Vous dites, non, on va monologuer. On dit qu'on va rester entre nous et bavarder. Quand vous bavardez entre vous, vous parlez, vous regardez. Mais vous monologuez. Imaginez que je sois seul à parler ici. Je me regarde, j'agisse ma cravate, je tire ma veste. Je monologue, n'est-ce pas? Je parle à qui? Qui me contredit? Ici, vous posez la question. Oui. Je réponds. Vous avez donné le cadrage, je suis un consultant, n'est-ce pas? Donc, je dis ce que je pense, ma vision des choses. Un autre viendra dire le contraire. Parfois, je veux même la contradiction. Je la trouve très peu, il faut venir. Donc, en réalité, c'est ça la dialogue. Il veut quelqu'un qui va venir, on va discuter pour propos de cette question-là. En interrogeant
la doctrine. D'abord, les lois de la République. Après, on va interroger la jurisprudence. On va interroger la doctrine. Et on va interroger les usages. Et on se rendra compte qu'il faut qu'on serve de la cohérence. Il ne faut pas que... La démocratie ne peut pas être une porte ouverte à la subversion. Et je pense que je déplore que des aînés, des gens qui ont assumé les fonctions plus haut niveau, soient des acteurs, par exemple, d'une anarchie. On peut ne pas être d'accord avec l'option qui se fait. Moi, j'ai admiré beaucoup le PRD. Je le dis. Le PRD dit nous sommes de la majorité présidentielle. Mais c'est une majorité critique. Oui. Hier, on a posé la question parfois je me perds parfois dans leur logique, mais je pense qu'ils ont un fil conducteur, c'est le dialogue, c'est la paix dans le pays. Vous regardez l'UDBN. L'UDBN dit toujours, ils nous ont empêchés. Oui. Tout comme d'ailleurs le PRD. Tout comme on nous a empêchés. Moi, je ne crois pas qu'on a empêché quelqu'un. Mais ils le disent. C'est leur vie, c'est leur ressenti. Mais ils étaient au dialogue. Moi, El Bénin a dit la même chose. Mais FCBE, mais je suis très content qu'il y ait des lucides, enfin, qui sortent la tête. Parce que justement, tous ceux qui ont soutenu Yaïboni, dont je suis, on a vu, quand je dis que je suis militant, on a épousé cette cause parce qu'on estimait. Et c'est un nombre de discours, de programmes, de projets, de projections nous ont fait croire qu'on était sur la direction. Parfois, on est désorienté quand le chef fait un pas devant, deux pas derrière, parce que les gens crient. C'est pour ça que je vous ai dit que cette année, le chef d'État Talon a supprimé plus d'un en restant droit dans ses bottes. Le chef, ce n'est pas celui qui détale au moins de bruit. Donc, je suis content que certains camarades, certains amis, certains aient pu retrouver leur lucidité au niveau des FCBE et ont pu prendre leur destin en main. Ça ne fait pas d'eux des partisans du président Talon, mais ça fait d'eux des militants sérieux, des politiciens qui savent qu'un parti politique n'est pas un appendice d'un homme politique et que les réformes du président Talon, les réformes du système partisan, c'est que nous ayons de véritables partis politiques dans le Bénin, des partis en mesure d'aller à la conquête de pouvoir d'État et de l'exercer. Aujourd'hui, les FCBE comptent. Vous avez vu, quand vous prenez Yarou et Oumpe, ils ne sont pas les mêmes. Pourtant, ils sont ensemble. Vous mettez Djemba, ils n'ont pas fait les mêmes expériences. Oui. Ils sont là. Qui ont dit à qui ça appartient, que ça appartient à personne. Aujourd'hui, c'est heureux de voir un FCBE qui, même se revendiquant de Yahi, peut faire des choses que Yahi n'a pas, notamment adoubé. Et les fait sans nécessairement avoir son avis. C'est ça que ça doit être, en principe. Après, ils continuent leur cheminement. Ils peuvent ne pas être d'accord. Après, ils vont se battre sans doute sur le terrain politique avec les autres. C'est cela. En fait, donc, vous parlez ce dont vous parlez, c'est plus de monologues entre ce qui s'est passé au Champ d'Oiseaux et ce qui s'est passé au Palais des Congrès. Vous allez voir qu'il y a deux niveaux différents. Bien, si le monologue permet peut-être d'établir demain un dialogue fructueux, pourquoi pas. Donc, espérons que ceux qui ont organisé le monologue puissent se retrouver et puissent peut-être envoyer le fruit de leur réflexion aux autres et peut-être créer un cadre d'échange pour que peut-être les transformations à venir et sur fond législatif au regard des conclusions du débat politique, que ces transformations prennent en compte également les conclusions du monologue, c'est-à-dire que les acteurs de ce monologue sont prêts à jouer le jeu républicain, le jeu institutionnel, le jeu voilà, de la cohérence. Voilà. Mais revenons un peu au dialogue qui a eu lieu au Palais des Congrès. Ça a connu effectivement la présence du chef de l'État au début et à la fin. À la cérémonie de clôture, on a vu un Patrice Talon tellement ému dans son discours de clôture. Et à l'arrivée, est-ce qu'on est dans le droit peut-être de le comparer au Mathieu Kérékou de 1990? Non, ne faisons pas la comparaison. C'est pas le même tableau. Non, c'est pas le même. Comme je vous l'ai dit, 89, 90, c'est pas la même chose. Non, on n'est pas dans les mêmes conditions. En 89, 90, je vous jure, Mathieu Kérékou, interrogé au Piochon, il est encore là. Robert Bessou est toujours là. Amos Legbe est en vie. Ousmane Batokor est là. Et Pancras Bratier vit encore. Qui est encore, pour cet Théodore, peut-être un peu en décalé. Interrogez ces personnalités et vous diront que Kérékou ne savait même pas ce qui allait arriver. Au moment où il ouvrait la conférence nationale, au moment où il ouvrait la conférence nationale le 18 février 90,
le président Kérékou ne savait pas du tout ce qui allait se passer à la clôture. Non. Et aucun membre du bureau politique ne savait. Le président Ocho, le ministre d'État Ocho qui est là, je pense que, j'espère qu'on aura un témoignage, mais j'ai eu la chance de l'interviewer à un moment donné, je l'ai écouté. Je pense, en réalité, la situation de 90 était une situation totalement anachronique, totalement insolite. C'est intenable. C'était un État qui... Il n'y avait plus d'autorité. On avait le territoire, on avait une population, mais l'autorité n'y était presque pas. C'est l'entente commune de respecter un ordre qui était vraiment... On était à la lisière. Le 11 décembre 89, on a frôlé pratiquement le danger quand Kérékou est sorti et qui a été lapidé. Enfin, on lui a lancé des pierres et il a demandé que l'armée n'intervienne pas. Si sa garde intervenait au niveau de l'église Saint-Michel, entre le pont de Tokpa et l'église Saint-Michel, ça aurait pu dégénérer en 90. Et si ça avait dégénéré, on ne sait pas quelle autorité serait en place. Parce que quelques jours plus tôt, le bureau politique, les organes dirigeants du parti et de l'État avaient déjà anéanti la Constitution. Donc, en 89, on n'avait plus de Constitution. Le 11 décembre, quand Kérékou est sorti pour aller prendre le pouls de place Lénine à l'église Saint-Michel, on n'avait plus de Constitution. Et donc, l'État n'existait plus. Il était là parce que, quand vous dites, l'État c'est une autorité, et l'autorité est fondée sur la loi. Et la loi là n'existait plus. Donc, c'est l'entente, ce qu'on appelle agreement. Hein, c'est l'acceptation. Il y avait une autorité de fait qui était là. Parce qu'on a annoncé une conférence nationale des forces vives. Et donc, lorsque la conférence a été lancée, le président ne savait pas à quel titre il a convoqué. Sur la base de quel test. Alors, laissons. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est en place, qui est solidement en place, élu régulièrement sur la base de la Constitution de 1990, dans le cadre de son mandat de 5 ans. Le chef d'État a convoqué des partis politiques, tous les partis politiques régulièrement déclarés, pour les écouter dans le cadre d'un dialogue. C'est lui qui a voulu du dialogue. C'est son dialogue. C'est ses invités. C'est lui. Il lui a soumis un projet. Il lui a proposé un modérateur, un rapporteur. Mais ce que le président a vu large. Et il a ouvert le jeu. À partir du moment où il a circonscrit le champ, il a ouvert à l'intérieur le jeu. Donc, tout ce monde était à l'aise. Vous savez, de FCBE à Moël, de quoi, Flamme Renouvelée, Flamme Renouvelée, à UDBN peut-être. À l'UDBN, tout le monde disait c'est une réussite. Après, ils attendent. Oui. Après, ils attendent. J'ai même écouté FCBE ou Moël, il appartient maintenant au chef de l'État de traduire dans la réalité. Donc, tout le monde est conscient que c'est le chef de l'État qui a la main. C'est lui qui les a invités à son dialogue. Parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui a envie de les écouter pour prendre des mesures qui s'imposent. Après, il appartient maintenant au chef de l'État de faire traduire par le Parlement ou par des lettres réglementaires certaines décisions prises. Donc vous voyez, les contextes ne sont pas les mêmes. L'émotion du président en Mais l'image, Patrice Talon qui dit « Mon gouvernement prendra toutes les responsabilités qui seront les siennes ». Exactement. Et Mathieu Kérékou qui dit « Les travaux ou les conclusions de la conférence nationale seront... la conférence est souveraine. Les travaux seront respectés. » Oui. Bon, est-ce que c'est pas... On peut, vous savez, en analyse de discours, on peut chercher des points. Il y a quand même des points de convergence. D'accord. Écoutez, en analyse de situation, si on fait une analyse situationnelle, oui, on peut parler de ce débat, ce dialogue national, ce dialogue politique peut être assimilé à la conférence de 89. C'est la première fois, la seule fois depuis 90, depuis que notre constitution dit que toutes les forces politiques régulièrement déclarées sont invitées à un dialogue. Et c'est une seule force qui n'a pas répondu. C'est dommage. Ou peut-être deux, je ne sais pas si le PCB est déclaré régulièrement. Mais DUD n'a pas pu. Il me semble qu'ils étaient à l'ouverture. Et après, ils n'ont pu continuer. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et pour eux et pour la nation. Mais en dehors de ça, toutes les forces étaient. Donc, après 90, mais comme je vous l'ai dit, 90, on était dans l'inconnu. C'était normal que Kérékou, qui n'avait pas souhaité que la conférence nationale se transforme en état généraux, il a dit, le mercredi 21 février, qu'il n'est nullement besoin de se transformer en état généraux de la nation. Et pourtant, le dimanche 25, on déclare la souveraineté. Et on a mis en place un président pour suivre
Alors, donc, échaudé par la conférence de cadre de 79. Donc Kérékou, en disant que les conclusions de la conférence, nous prenons l'engagement de faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions de la conférence nationale. Ça, c'était ce qui était attendu. C'est la consécration de la souveraineté de la conférence nationale, c'est l'ouverture de la nouvelle ère politique. Aujourd'hui, quand le président Talon dit mon gouvernement, c'est tellement une logique. On peut même dire que c'est presque une tautologie. C'est une évidence. C'est très normal. C'est-à-dire qu'il n'appartient qu'au gouvernement de le faire. Le gouvernement le fera s'il estime que tout est applicable, il appliquera tout. S'il estime qu'il y en a qui ne sont pas réalisables, ne le réaliseront pas. Comme je vous ai dit, c'est le dialogue voulu par le président de la République. Il est le maître de son agenda, il est le maître des réformes, mais il a ouvert le champ lui-même. Et quand il a ouvert le champ, on peut présumer qu'il a voulu que tout soit mis en œuvre. Donc on attend les prochaines décisions. Donc on peut trouver des similitudes, mais le contexte n'étant pas le même, on ne peut pas faire beaucoup de comparaisons. Voilà. Donc Mathieu Kérékou va rester Mathieu Kérékou de 89. Je pense que Patrice Talon a fait beaucoup mieux. Je pense que si on se met dans une posture de comparaison, c'est la première fois qu'on a un chef d'État. Il a eu l'occasion, il a la chance de vivre après Mathieu Kérékou. Donc du coup, il a capitalisé les expériences de Mathieu Kérékou. Et maintenant, il a mis la posture, la personnalité, sa propre personnalité, qui tranche déjà avec tout ce qu'on a connu, et de Mathieu Kérékou à Bolignaï, et un président en exercice qui qui gère son agenda, son quinquennat en 3 temps, et qui, à quelques 18 mois de la fin de son mandat, amorce déjà un certain nombre de réglages de ses actions. Je pense que c'est vraiment ça qu'on peut dire. Il y a de la lucidité dans ce que le président Talon fait. C'est la marque, c'est une marque propre au président Talon. Il faut le lui laisser. Voilà. Parlons du président Mathieu Kérékou. Aujourd'hui, cela fait 4 ans exactement parlant de son décès. Oui, il me semble que c'était bien ça. Hein? Oui, 14 octobre 2015. Oui. Le temps que le temps passe. Vraiment. Oui, le président Kérékou s'en est allé il y a 4 ans. Voilà. Personnellement, on espère bien que... Vous pensez qu'il est tombé dans l'oubli? Non, le président Kérékou appartient au patrimoine national. Hein? Le président Kérékou appartient au patrimoine national. Moi, je suis un produit, je le dis toujours. J'ai grandi sous le PPB. J'ai fait l'école nationale, j'ai fait l'école nouvelle. J'ai fait le mouvement révolutionnaire. Je ne peux pas oublier le président Kérékou. Après, chacun garde de lui ce qu'il a envie de garder de lui. Il y a eu des martyrs, il y a eu des gens qui ont été torturés dans les camps. Dont le seul nom de Kérékou fait frissonner parce qu'ils ont été actés moralement et à vie à jamais. Donc, on ne peut pas oublier non plus cela. Mais le président Kérékou fait un grand homme de ce pays. Je pense qu'il est un homme d'État accompli, total. Je pense qu'il en a fait. Normalement, les intellectuels devraient étudier Mathieu Kérékou pour voir les tares de notre système. Je le dis toujours, moi je garde de lui ces formules intellectuelles tarées et dépaysées. Parce que je me dis quand même, quand l'homme militaire, en face des grands diplômés de grosses écoles, dit vous êtes des intellectuels tarés et dépaysés, au lieu que les gens frictionnent, ils devraient retourner dans leur laboratoire et dire mais que dit ce militaire? Est-ce qu'on a eu le temps de retourner au laboratoire? Pas évident. Je pense que Mathieu Kérékou est un homme qui connaît vraiment la classe politique du Bénin. C'est lui, il n'a pas fait son quinquennat en 3 temps, c'est plutôt une apparition politique en 3 temps. Il y a eu la période révolutionnaire, il y a eu le Kérékou 2 et il y a eu le Kérékou 3. Je pense que si on me dit moi de choisir un Kérékou, je choisirais plutôt le premier. Ah d'accord. Absolument. Ça peut être curieux. Hein? Oui, je choisirais le premier. Je suis maître de mes pensées. Je choisirais le premier. Le premier parce que nous sortions des moments de détresse, de coup d'État, d'incertitude, de pagaille, d'anarchie. De 60 à 72, il fallait quelqu'un pour mettre un peu d'ordre. Et contrairement à ce que beaucoup disent, le président Kérékou n'a pas imposé un ordre. C'est d'abord les intellectuels qu'il a réunis, qui ont sorti le discours-programme pour la réconciliation nationale de 72. C'est les intellectuels, c'est les gens comme vous et moi, jeunes comme vous, peut-être plus jeunes que moi aujourd'hui, c'est eux qui ont orienté le système marxiste-léniniste de 1914. C'est eux qui ont demandé qu'on aille à la République populaire du Bénin en 1975. C'est eux qui ont fait créer le parti de la Révolution populaire du Bénin en 1975. Donc, après, à la pratique, qu'est-ce qui n'a pas marché?
que c'est les intellectuels qui ont pris la tête des sociétés d'État qui ont été créées en 1914, 1915, qui ont continué la banqueroute. C'est eux, c'est donc nous devons nous questionner. Donc c'est ce Mathieu Kérékou de 72, 90 qu'il faut analyser. Moi je dis, le Bénin a intérêt. Nos laboratoires politiques, sociologiques doivent faire entrer ce Mathieu Kérékou là de 72, 90 dans leur laboratoire pour analyser les différentes étapes de notre histoire pour pouvoir aller de l'avant. Si on ne le fait pas, on s'en tient à la période de 90, 2000, en disant oui, Kérékou, non, c'est le Kérékou révolutionnaire. Le Kérékou révolutionnaire était Kérékou de ce temps-là. Le contexte du Bénin méritait appeler un pouvoir central fort qu'il a incarné. Et lorsqu'il a vu que ça décryptait, lorsque la conjoncture internationale nous a conduit à un changement, en même temps, il a pris la mesure et il a ouvert le jeu. On est allé à la phase de... Il a quitté le pouvoir dignement. Il a laissé la place à son successeur. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Alors donc, quand vous voyez ce Kérékou, à qui on a lancé des pierres, qui a quitté le pouvoir, qui s'est caché pendant 5 ans, et qui, fois qu'il est sorti, doit avoir subi les décharges de son successeur, et en gardant son calme, et jamais il ne lui est arrivé de sortir pour mettre de... Alors que la seule sortie de Kérékou devrait mobiliser des foules. Oui. Alors vous devez savoir que ce Kérékou est un Kérékou qui mérite d'être respecté. Donc, aujourd'hui, ses prédécesseurs, successeurs, notamment le président Yahi et le président Soglo, ont intérêt à retourner dans leur laboratoire et à analyser ce Kérékou-là. Je pense que la génération qui nous suit a besoin de ça. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'ait plus ce type de posture et que, bon, voilà, les gens, ils assument des fonctions et après, ils sortent, ils sont prêts à saboter le travail que fait leur successeur. C'est dommage. Bon, merci Agapit Napoléon Maforican. On a fini, mais j'ai promis une question aux téléspectateurs. Je leur ai promis de vous poser une question et je m'en voudrais de ne pas la poser. Vous allez essayer d'y répondre en 1 minute ou plus. Comment avez-vous suivi le dialogue politique? Quelles sont les précautions que vous avez prises, vous, personnellement, en tant que consultant, analyste politique, pour vous imprégner de ce qui se passait au Palais des Congrès? Non, je dois avouer que non, j'ai rien de particulier. Vous avez des relations sur le terrain, des appels? Rien de particulier. Disons quand même que à mon âge et à la petite expérience que j'ai, je suis quand même autour de ces 8 formations politiques et autour quand même de dispositifs, d'animation, de tout ça, quand même des amis, des gens qui sont ici et là, donc, et que nous dirigeons par ailleurs les organes de presse qui sont en couverture. Alors donc, quand on est à cette position, on est très loin loin du débat. C'est-à-dire qu'on est trop proche même. On reste on est très attentif à ce qui se passe. Donc moi j'ai déjà vu le débat réussi lorsque les FCBE ont eu leur récépissé. Ça doit vous surprendre. Le débat réussi lorsqu'ils ont eu leur récépissé. J'ai dit, le président a annoncé ce débat d'abord en les recevant, en disant voilà. Le ministère les a consultés pour dire voilà les discussions à prendre pour le président tout préparer. Et donc, tout ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai suivi le débat de manière sereine, comme je vous l'ai dit. Pour moi, il n'y avait pas de... C'est le chef d'État qui a amorcé un temps. Je voulais voir la posture des acteurs. Elle était une bonne posture. Et je trouve que... À l'arrivée, vous êtes satisfait? Très satisfait. Je pense que maintenant, il faudrait que, effectivement, nous attendons les actes. D'abord, la publication des actes. Et ensuite, leur traduction dans la réalité. Et que le Bénin seul gagnera de tout ça.